Monsieur Carsanti, vous êtes président de Hewlett-Packard France. Et vous, ça fait 20 ans que vous êtes engagé sur le sujet de la mixité. Hein. C'est ce que vous nous avez dit. Ça fait très très longtemps que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Donc nous sommes vraiment enchantés de vous recevoir aujourd'hui et d'écouter à la fois votre conviction d'homme et de patron aujourd'hui d'une entreprise américaine. Donc ça nous intéresse aussi d'avoir votre perspective internationale. Nous vous écoutons. Voilà, d'abord, bravo pour le livre, parce que comme ça a été dit par mes prédécesseurs, c'est un livre très original et qui aborde le problème, je pense, avec une vision différente. Donc c'était nécessaire et ça apporte quelque chose de très important. Alors moi, je voudrais juste partager avec vous quelques idées, mais en écoutant les discours précédents, m'est revenue une anecdote. Parce qu'en fait, quand on parle des femmes et de l'importance de la mixité, d'abord, alors là on parle aux hommes hein, pour qu'ils changent les choses, mais d'abord il faut aussi se dire que les femmes peuvent changer les choses. Et m'est revenue une anecdote que je passais à mes managers dans certains meetings, où quand on cherche à nommer quelqu'un à un poste clé, un poste important avec parfois plusieurs centaines de collaborateurs, donc des jobs normalement qui attirent l'attention. On a du mal déjà dans des métiers comme les nôtres d'avoir un nombre de candidats équivalent entre les femmes et les hommes. Mais quand on y parvient, généralement, quand on commence un entretien avec une femme, au bout de quelques instants, ça ne dure pas très longtemps, l'entretien prend une tournure très intéressante parce que c'est pas elle qui vend son CV, c'est nous qui vendons le fait qu'elle est capable de faire le job et qu'on pense qu'elle est prête. Et elle s'arc-boute en expliquant généralement que non, il lui manque peut-être encore une étape, parce que les femmes ont cette caractéristique de chercher toujours l'excellence et de vouloir être absolument prêtes pour prendre le job. Et en général, à force, on parvient quand même, heureusement pour nous, à en convaincre un certain nombre. Et quand elle sort de mon bureau, elle se dit immanquablement, il m'a convaincu, mais la réalité, c'est que je me suis fait avoir parce que je ne suis pas prête et maintenant je suis en difficulté. Quand l'homme rentre dans mon bureau, j'ai même pas le temps de finir ma première ou ma deuxième phrase pour expliquer que ce que je cherche comme leader, qu'il me dit « Gérald, ne cherche plus. Tu l'as trouvé, je suis ton homme. » Et quand il sort, curieusement, il se dit exactement la même chose que la femme, mais pas pour la même raison. C'est-à-dire qu'il se dit « Je suis maintenant dans l'embrouille, parce que je suis peut-être pas aussi prêt que ce que j'ai dit à Gérald. » Donc ça, c'est une réalité. Là, les femmes ont cette nécessité de prise de confiance en elles, et on y travaille beaucoup chez HP. Alors les progrès, on a vu, on l'a dit, sont pas suffisants. On a 0 femmes qui dirigent des entreprises du CAC 40, 5% je crois de femmes qui dirigent des grandes entreprises dans le monde, des grandes entreprises qui dépassent une certaine taille. Je crois qu'on est à moins de 15% de femmes dans les enceintes politiques, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale. Donc on est quand même assez loin des résultats qu'on espère tous. Mais il y a un point, moi, qui personnellement me rassure. Et je voulais le partager avec vous, parce que je partage tout ce qui a été dit précédemment, donc je ne vais pas le répéter. Je vais vous donner cette conviction qui est la mienne. Je pense qu'on a, comme dit Michel Serres, nous ne sommes pas en train de traverser une crise unique depuis 2008. Nous sommes dans un véritable changement de monde. Et si on regarde et qu'on fait un flashback très rapide sur ce qui s'est passé, avant la guerre, ce qui dominait, c'était les idées. Donc quand on passait le bac philo ou qu'on faisait des études de lettres, on était le héros de la famille. On faisait une thèse sur Spinoza, on était le héros de la famille. Après la guerre, l'économie est à terre, l'industrie est à reconstruire, les ingénieurs prennent le pouvoir. À ce moment-là, les mathématiques deviennent le critère de sélection. Et il faut bien l'admettre, les écoles d'ingénieurs, les universités scientifiques ne fournissent pas suffisamment de femmes, en tout cas dans certaines industries, certaines sont ici, et celle d'HP en est une, le numérique a besoin aussi d'ingénieurs. Et puis après, on a les 30 glorieuses, 2 crises pétrolières, l'économie s'essouffle, on passe au monde financier qui est souvent décrié, on dit les financiers, spéculation, vision court-termiste, etc. Mais quand même, les marchés financiers, c'est eux qui fournissent les fonds et qui permettent de relancer les entreprises, de créer de la dynamique, de la croissance et de l'emploi. Donc c'est super important. Les financiers prennent le pouvoir à la fin des 30 glorieuses. Mais les financiers ont des profils très similaires au profil des ingénieurs.
Souvent, d'ailleurs, c'est des ingénieurs qui faisaient, à notre grande dame, des MBA pour ensuite finir dans la finance plutôt que de faire leur métier pour lequel ils avaient été formés initialement, à savoir les métiers de l'ingénieur. Il y a un premier changement majeur qui sert finalement les femmes et leurs caractéristiques de leadership, c'est l'âge de l'information. C'est-à-dire qu'on a basculé de l'industrie pure, elle est toujours là, mais au monde de l'information. Et puis on est en train de franchir une nouvelle étape. Le monde de demain, c'est la créativité et c'est l'innovation. C'est la raison pour laquelle on parle sur toutes les antennes de start-up, de développement, de croissance, d'innovation. Et là, les formations comptent moins, en tout cas sont plus diversifiées, et les femmes se retrouvent avec un terrain de jeu qui est beaucoup plus, qui facilite finalement leur accession au pouvoir. Et on va voir plus de femmes se développer parce que cette mutation sociétale va servir leurs intérêts. Ça, j'en suis absolument convaincu. La deuxième conviction que j'ai, c'est que j'ai assisté à beaucoup de tables rondes, j'ai jamais vu aucun homme dirigeant venir dire « je ne crois pas à la mixité ». Je crois que les femmes seraient mieux, comme on disait il y a quelques décennies, au foyer, il y aurait moins de délinquance, etc. Vous connaissez les discours classiques. Personne, ça ne se fait pas, personne vient tenir ce type de discours. Or, ma conviction, ce ne sont pas les discours qui font avancer les choses. C'est un combat. C'est un combat. Les femmes ont acquis le droit de vote, les femmes ont acquis le droit à l'avortement sous certaines conditions. Eh bien, les femmes vont devoir acquérir le droit à une égalité professionnelle, à l'égalité des chances, de la même façon. C'est un véritable combat et il faut le faire par des actions. Alors, on citait tout à l'heure les quotas. Moi, j'étais vraiment, au début, je le dis, j'étais contre les quotas. Je trouvais que c'était assez humiliant, finalement. Et puis, je me suis rangé à l'idée que, finalement, c'était la seule solution, pour en tout cas démarrer. Donc, nous, on l'a fait chez HP depuis 4 ans. J'ai pris la présidence d'HP France il y a 4 ans. On l'a fait à 2 endroits. Le premier endroit, au niveau du comité de direction. On a décidé d'avoir, peu à peu, une mixité parfaite. On est à 50%. Et on est à 50% sur les fonctions, parce que ça, c'est assez classique. On trouve beaucoup de femmes dans les fonctions. Mais on a également une mixité absolue dans le business. On fait plusieurs milliards en France de chiffre d'affaires. La moitié est aux mains des hommes, l'autre moitié est aux mains des femmes. Or, HP France, et je ne le dis pas pour me mettre en avant ce soir, mais juste pour dire quel est l'impact au niveau du résultat, depuis 2 ans, HP France, dans HP Global, et dans les 5 pays les plus performants. Donc, comme je le dis habituellement, je ne sais pas s'il y a une corrélation directe entre les 2 faits que je viens d'évoquer, et personne ne peut me démontrer qu'il n'y en a pas. Donc, la réalité, c'est que à chaque fois qu'il m'a été donné d'atteindre une certaine forme de mixité, j'ai eu plus de performances et plus de résultats. Et je voudrais aussi dire que ce qui fait la force finalement des femmes, on l'oublie, on parle souvent du leadership féminin. Je ne crois pas qu'il y ait un leadership féminin versus un leadership masculin. Je crois qu'il y a des caractéristiques dans le leadership. J'ai la chance d'enseigner à HEC le leadership depuis 10 ans. Et je pense qu'il y a des caractéristiques qui ne sont pas dosées de la même façon. Les femmes sont plus développées sur certains points, les hommes sur d'autres. Et donc, ce qui fait que la complémentarité est extrêmement forte. Je voudrais mettre 4 points en avant, qui, de mon point de vue, sont les points qui permettent aux femmes d'être vraiment efficaces. Le premier point, c'est les femmes gèrent leur ego différemment des hommes. Je ne dirais pas mieux ou moins bien, différemment. Beaucoup d'hommes sont narcissiques dans le comportement. Et on connaît les déviations du narcissisme quand il n'est pas maîtrisé. Les femmes ont une gestion de l'ego qui est très différente. Elles ne le placent pas au même endroit. Finalement, la possession est moins importante pour les femmes que l'expérimentation. Et ça change beaucoup de choses. Le deuxième point, c'est qu'on parlait tout à l'heure de ce que moi j'aime beaucoup, cette théorie de la shared value, la valeur partagée de Michael Porter. C'est en fait la continuation du RSE, quelqu'un citait ça tout à l'heure. Je crois que les femmes vont avoir cette capacité de nous aider à trouver cet équilibre entre la recherche de profit et l'équilibre, le bénéfice sociétal, finalement, que nous devons avoir dans l'environnement dans lequel nous évoluons, dans les écosystèmes où nous évoluons. Le troisième point, c'est que je pense que les femmes, ça a été dit aussi, les femmes prennent les décisions. Elles analysent, elles écoutent, mais quand elles arrivent au moment de la décision, elles tranchent.
Et parfois, on pense toujours que les femmes ont une sensibilité plus forte que les hommes. Je pense qu'elles savent mieux gérer les émotions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément d'une sensibilité différente des hommes. Elles peuvent être amenées à prendre des décisions difficiles pour protéger l'entreprise, justement. Et elles savent le faire. Et elles ont une capacité à prendre des décisions importantes. Et enfin, le dernier point où j'ai observé, pour les femmes en tout cas qui dirigent HP avec moi, où elles sont très différenciantes, c'est qu'elles savent donner une vision aux choses. Et finalement, au fond, le leadership, c'est quoi finalement ? C'est de donner une perspective et une vision aux gens. Il faut qu'ils savent pourquoi ils travaillent, pourquoi ils viennent au travail le matin, leur donner une perspective de long terme, donner un sens aux choses. Et ça, les femmes sont extrêmement efficaces. Donc le message que je passe aux équipes d'HP, d'abord, c'est d'identifier les talents, parce qu'il faut avoir un pool de jeunes talents qui vont être nos successeurs. Et on a créé au sein d'HP, il y a quelques années, un club comme ça existe un peu partout, de haut potentiel, qu'on a appelé le Club de l'avenir. Et dans ce Club de l'avenir, j'ai imposé, c'est rare que j'impose, je suis plutôt pour un dialogue et pour un travail collaboratif, mais là j'ai imposé une mixité totale dans ce club. Nous avons 50% de haut potentiel féminin, 50% de haut potentiel masculin. Ça aide beaucoup quand on a à aller chercher dans le vivier les talents qui vont nous succéder. Donc le message que je passe aux hommes est simple, c'est il faut que il faut s'habituer à partager, parce que la compétition, demain, elle va être de plus en plus intense avec vos collègues féminins. Deuxième message, c'est de dire, on peut recevoir un ordre, on peut avoir un manager qui est une femme, sans pour autant remettre en cause sa virilité et son existence, parce que ça, c'est un grand débat, où on entend la féminisation de la société et soi-disant que ce serait compliqué pour les hommes de par notre culture, ce qui n'est pas faux non plus. La réalité, c'est qu'on peut tout à fait avoir une femme, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs fois dans ma carrière des femmes managers, en sachant absolument gérer ça, mais il y a quand même une mutation psychologique à faire pour les hommes. Et puis finalement, en conclusion, je dirais que on voit que les hommes ont fait dans le passé des choses absolument fabuleuses, mais aussi des choses moins glorieuses, on va dire, et qu'on a beaucoup de difficultés. Et je me dis finalement, vivre dans un monde qui serait en équilibre parfait, avec une mixité parfaite, j'ai plutôt envie j'ai en tout cas envie de voir ça et de vivre ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci.